La chasse au réseau mafieux trafiquant les bois de rose est officiellement ouverte. Des mesures et stratégies contraignantes et plus dissuasives étaient prises pendant le Conseil des ministres restreint qui s'est tenu hier au Palais d'État d'Yavlou. Désormais, ce bois précieux est classé patrimoine protégé de l'État. Depuis l'année 2009, la coupe et l'exploitation des bois de rose étaient suspendues, ce qui implique qu'actuellement, personne n'est en mesure de posséder une quelconque forme d'autorisation ni d'agrément sur l'exploitation de cette richesse nationale. Hier, il a été décidé que quiconque impliqué dans cette affaire ne bénéficiera d'aucune circonstance atténuante ni de condamnation avec sursis. Il est actuellement question de gérer d'une manière transparente l'inventaire des stocks de bois de rose dans toute l'île. Hier, donc, on a eu un conseil de ministres restreint. Il était question donc d'avoir une réunion avec le ministre des Finances, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité intérieure. Il avait également la présence de Madame le garde des Sceaux et moi-même en tant que ministre de l'Environnement. On a débattu ensemble sur deux points. La première question était de définir ensemble la politique de gestion des stocks. Quand je parle de stocks, je parle évidemment de ces arbres qui ont été saisis dans les aires protégées et qu'on a pu donc mobiliser et stocker dans des lieux sûrs. Il y a un deuxième type de stock, ce sont les arbres saisis et qui font l'objet d'un contentieux au niveau des tribunaux. Ce sont des affaires en cours et il est question également d'épurer ces dossiers et d'en faire en sorte que ça revienne à l'État. Et le troisième type de stock, ce sont les stocks qui sont entre les mains des particuliers. Comme l'a dit donc Monsieur le Président lors de son intervention à Brickaville, il est question d'en faire un patrimoine national qui profite à l'État et que nous allons définir ensemble la façon de vendre ces arbres et la vendre d'une façon la plus transparente possible et qui va donc aller dans le sens d'un appel d'offres, quelque chose qui nous préservera de toute suspicion. Il est également question donc de donner un délai de 1 mois à tout détenteur de ces stocks de faire leur déclaration spontanée auprès des responsables. De là donc de ce délai de 1 mois, ces arbres seront systématiquement déclarés d'origine frauduleuse. Il est question de mener un combat au niveau de tous les secteurs, que cela commence au niveau des zones de coupe qui intéressent principalement les cantonniers, les forestiers, les responsables des aires protégées. Et au-delà donc de ces coupes, il est également question de prendre en charge la circulation de ces bois. Et c'est là qu'on a fait appel aux forces de l'ordre, aux agents de force publique, à ce qu'ils puissent prendre leurs responsabilités et surtout à ce qu'ils ne s'impliquent pas. La troisième chaîne également, c'est donc l'exportation, ce qui expliquait la présence du ministre de Finances, qui est donc en charge de la douane. Il était question de sécuriser tous les produits d'exportation par des procédures de scanner, des fouilles, de vigilance. Et le troisième point, c'est l'usage des faux. Et là, j'insiste et je précise que actuellement, depuis la sortie de décret portant interdiction d'exportation de bois de rose, il n'est plus question de disposer des documents qui justifient la possibilité d'exporter. L'université d'Antananarive vit toujours dans le noir depuis que la JIRAMA a décidé de couper l'électricité jeudi dernier. Aucune solution ne se profile à l'horizon, d'après Eric Atourassou, vice-président de l'université d'Antananarive. La présidence de l'université rencontrerait actuellement des problèmes pour fonctionner et traiter les affaires courantes. À cause de cette coupure, les responsables ne peuvent plus utiliser les matériels informatiques.
Bon, on ne le sait pas puisque la résolution du problème se situe maintenant au niveau ministériel. Donc un certain nombre de mesures d'urgence qui ont été prises, notamment en ce qui concerne la pédagogie, essayer de faire fonctionner les enseignements. Le problème, parce qu'on est en hiver, donc on est obligé d'arrêter les cours vers 16h, 16h30, 17h au maximum, parce qu'il fait trop sombre pour les étudiants donc dans les salles. On peut faire fonctionner la sonorisation, mais on ne peut pas faire fonctionner tout l'éclairage. En ce qui concerne l'administration, donc on revient un peu en arrière, on utilise des machines à écrire. Pour certains dossiers, on fait un travail manuel. Quant aux différents établissements au sein de l'université, les responsables ont décidé de louer des groupes électrogènes pour pouvoir fournir de l'électricité dans les grandes salles de cours. Selon Eric Rakutouarsou, les dettes de l'université d'Ancat s'élèvent à plus de 2 milliards d'ariars, des dettes impayées depuis 2002. Selon ses dires, une grande partie de ces dettes proviendrait du campus universitaire qui est jusqu'à maintenant incontrôlable en termes de dépenses en électricité. Toutefois, depuis 2007, le périmètre pédagogique d'Ancat a obtenu son propre compteur d'électricité indépendamment du campus universitaire. La présidence a ainsi pu payer ses factures mensuellement, sauf que depuis l'année dernière, le budget de l'université a été réduit de l'ordre de 40%. Depuis, les responsables avaient eu du mal à payer ses factures tous les mois. Selon toujours Eric Rakutouarsou, les autres universités de la Grande Île devront également subir cette coupure totale de l'électricité. Celui de Fianarantsoa aurait été la seconde victime après celui d'Antananarivo. L'effectif des élèves admis en classe de 6e au sein des établissements scolaires publics tels les CEG est limité et dépend surtout de la capacité d'accueil de ces établissements pédagogiques en infrastructure et en enseignants. Des dispositions spécifiques en termes d'organisation et de gestion de ces élèves qui entameront la classe de 6e seront prises par le ministère de l'Éducation nationale. Effectivement, les résultats de l'examen de CPE étaient bons. Il y a eu une augmentation massive des effectifs des admis. Concernant l'admission, classe de 6e, qui n'est pas un concours à part, mais un concours jumelé à l'examen du CPE, le nombre des admis en classe de 6e sont limités en fonction de la possibilité d'accueil de chaque établissement, c'est-à-dire de chaque collège d'enseignement général. Voilà pourquoi l'État ne peut pas passer tous ceux qui ont réussi l'examen du CPE en classe de 6e. Et ça devient donc un concours. Parce que selon la capacité d'accueil, ça devient donc une lutte acharnée pour avoir la place dans chaque établissement scolaire, dans chaque chez eux. Les places sont limitées. Et quand ça devient donc un concours, ça devient effectivement des sélections. Donc, qui sont ces enfants sélectionnés, donc ceux qui ont les meilleures notes. Et cette note n'est pas limitée, mais c'est en fonction de cette classe. C'était surtout par rapport aux rumeurs véhiculées ces derniers temps, disant que les inscriptions en classe de 6e étaient clôturées, que les responsables auprès du ministère de l'Éducation nationale ont tenu à apporter ces éclaircissements. Ainsi, les parents d'élèves auront un mois à partir d'hier à réaliser les inscriptions d'entrée en 6e de leurs enfants. Les inscriptions seront suspendues du 25 juillet au 1er août pour cause de préparation des examens du BEPC, mais elles reprendront dès le 1er août. Rappelant qu'une hausse du taux de réussite du CEPE a été remarquée cette année. Il a été de l'ordre de 91%, s'il a été de 86% l'année dernière. Les responsables ont également souligné que l'administration n'abandonne pas toutefois les enfants qui devront arrêter leurs études, faute de moyens. Une deuxième liste en ce qui concerne les élèves qui pourront entrer en classe de 6e serait probable.
Le président de la Fédération internationale de judo, Marius Weiser, est dans nos murs depuis hier soir. Cette visite entre dans le cadre de la 11e édition du championnat d'Afrique junior de judo et de l'examen international des arbitres que la Grande Île abritera à partir du 22 au 24 juillet prochain. La FIGE a déjà offert des matériels à la Fédération malgache, a-t-il souligné, lors d'une brève rencontre avec les journalistes sportifs à Ivat hier soir. Pour le moment, nous avons envoyé des matériels pour la compétition. Jusqu'à mercredi arrive aussi une quantité de judoji, les équipements nécessaires pour notre sport. Et aussi, on va discuter la collaboration avec le centre d'entraînement de l'Union africaine de judo au Maroc et Algérie, de partager les athlètes de la région dans le centre, même à Paris, de discuter la participation de Madagascar au championnat du monde qui sera à Paris le mois d'août. Le président de l'Union africaine de judo fait également partie de cette délégation qui est arrivée hier soir dans nos murs. Selon ses explications, l'UAG a apporté son appui technique à la préparation de ce rendez-vous continental et international qui va accueillir plus de 100 judokas venant d'une douzaine de pays africains.